l'école telle que nous la voyons, telle que nous en faisons la critique, toi comme moi, puis d'autres, j'espère, n'est pas une machine à émanciper, c'est plutôt une machine à raisonner, à rendre, alors d'abord je pense prioritairement à rendre productif, je vais préparer au marché du travail, discipliner les corps, les habituer à la soumission, les habituer à se fondre dans un dispositif de contrôle et de production, ce qui fait qu'on les rend parfaitement corvéables après quand ils arrivent sur le marché du travail. Donc là, je pense que c'est quand même la vocation première de l'école. Alors après, qui s'est toujours accompagné de tout un tas d'un écrin idéologique, plus ou moins sincère d'ailleurs. Je pense que quand Jules Ferry dit qu'il s'agit quand même d'éduquer ces jeunes gens pour qu'ils puissent, je sais pas quoi, avoir l'esprit critique ou développer, enfin devenir des humanistes parfaits dans la grande tradition française, qui va de la Renaissance à la Révolution française, en passant par la Troisième République. Donc oui, je pense qu'il y avait sans doute un élément de sincérité chez Jules Ferry, mais il n'en reste pas moins vrai que, de fait, il n'y aurait pas eu d'école obligatoire ou d'instruction obligatoire s'il n'y avait pas eu une demande du marché. S'il n'y avait pas eu une demande de la production, une demande de l'industrie. Et donc c'est d'abord ça à quoi on prépare les enfants. Donc après, je veux dire, dans la continuité, d'ailleurs, il ne faut jamais oublier le ressort belliciste de l'invention, en tout cas du caractère obligatoire de l'instruction qui donc, tombe dans les années 1870. On est dans un contexte où il va y avoir de nouveau la grande revanche avec les boches. Je dis les boches parce que c'est comme ça qu'on les appelait, y compris à l'école. Et parmi ce qu'enseignaient les instituteurs et ce qu'on leur demandait d'enseigner, il y avait le patriotisme, il y avait la haine de l'allemand. Vraiment, c'est factuel, hein, c'est documenté, c'était officiel. C'était pas tel prof un peu illuminé et un peu facho et germanophobe pour des raisons personnelles qui de temps en temps dans son cours glissait des pics anti-boches. C'était institutionnalisé. Et de fait, on fait rarement ce rapprochement-là. Mais une des raisons pour lesquelles on a réussi à mobiliser des millions de prolétaires, ouvriers et paysans essentiellement en 1914 contre les Boches, c'est parce qu'ils avaient été vraiment préparés par une propagande extrêmement tenace, coriace, avec beaucoup d'abnégation. Mais plus généralement, à se soumettre à l'instituteur, qui était un peu sacralisé à l'époque. On regrette d'ailleurs maintenant beaucoup le temps où il était sacralisé. Je ne le regrette pas beaucoup ce temps-là, mais après chacun son tempérament. Et donc, oui, tu produis la soumission. Donc à partir du moment où il y avait un mot d'ordre, un appel comme ça à dire vous allez mourir pour votre patrie, c'était quand même, oui, il faut le dire, et c'est factuel. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une analogie que moi je construirais. C'est une continuité objective. C'est pas un continuum que j'invente. Il y avait une continuité entre ces corps, ce qu'on faisait des corps à l'école et la docilité qu'on attendait d'eux le jour où on allait leur dire tu vas aller combattre les Allemands au risque de ta vie. Et on a parlé de partir la fleur au fusil. Et oui, c'est toujours impressionnant à quel point on a réussi à mobiliser, qu'il n'y a pas eu de mutinerie. Il y a eu des mutineries à partir du moment où la guerre est devenue vraiment dégueulasse. Elles ont été réprimées de façon extrêmement brutale, comme on sait. Donc à partir de 1916, il y a beaucoup de mutineries, mais en 1914, c'est pas le cas. Donc comment tu arrives à rendre mobilisable comme ça toute une classe d'âge, des gens qui avaient de 18 à 25 ans, je pense, je ne suis pas très documenté sur le truc, mais tout s'était passé par l'école. Et ça les avait bien formés, donc oui, je pense. Et alors, a priori, le deuxième but, c'est donc que quand même ils se retrouvent plutôt sur le marché du travail. Mais finalement, entre la guerre et le marché du travail, le lien est un peu douteux. Mais il y a quand même quelque chose, il faut rendre des corps performants et les rendre dociles. Je veux dire, il faut obéir aux impératifs de la production de la même façon que vous obéirez à un ordre sans le discuter. C'est un peu c'est un truc moi, qui m'a beaucoup marqué à l'armée d'ailleurs, c'était vraiment l'idée qu'un ordre ne se discute pas. Je me disais, moi j'enseignais à des officiers et des sous-offs, donc c'est intéressant de discuter avec eux. Surtout qu'on avait des rapports relativement pacifiés. Donc on se parlait pas mal pendant les cours, avant, après. Et oui, moi je les préparais à quelque chose, c'était une espèce d'épreuve écrite qu'ils devaient faire pour monter en grade, je pense, dans mon souvenir. Et c'était souvent des dissertations ou des rédactions un petit peu argumentatives. Donc moi je les formais à défendre le pour, puis le contre, puis la synthèse. Je faisais cette espèce de boulot un peu con qui consiste